parler des Progressive Web Apps. C'est un sujet qui nous a intéressé récemment avec Guillaume, et du coup on s'est penché un peu plus pour voir un peu plus en détail et voir ce que ça donne. Et aujourd'hui on est là pour vous partager un peu ce qu'on avait découvert. Du coup, juste une question, qui connaît les Progressive Web Apps? Qui en a déjà entendu parler? Qui fait en prod? Qui en fait en prod aujourd'hui? Ouais, il n'y a pas besoin de ça en fait. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter un peu les Progressive Web Apps, comme j'avais dit, et après, on va vous montrer même un exemple comment passer une appli en progressive. On va partir d'une appli web classique et on va la rendre progressive petit à petit. Et on va vous montrer qu'est-ce qu'on doit implémenter. Voilà. Pour me présenter, je suis Fedi Salah, je suis développeur full stack à Sarli. Je fais beaucoup de développement en front, du back aussi. Récemment, j'ai fait beaucoup plus de front que du back. Je fais même du mobile en ce moment. Donc moi c'est Guillaume, donc tout pareil que Fedi, je suis développeur à Serlier et je fais plusieurs technos, notamment pas mal de React en ce moment, du Play, Scala et aussi des Progressive Web Apps, c'est pas plus mal. Donc on va commencer par parler des premières étapes qu'on rencontre quand on construit une application. Tout début c'est quoi? C'est on s'intéresse à la cible. Pour qui on fait l'application? C'est quand même l'utilisateur qui est au centre de tout, parce que c'est censé être lui qui va l'utiliser après, donc c'est mieux de bien savoir comment il se comporte, c'est quoi ses habitudes d'utilisation des différentes applications qu'il peut utiliser. Est-ce qu'il est plus sur des navigateurs, est-ce qu'il utilise plus ses mobiles, des choses comme ça. On pose ce genre de questions dans les story mapping. Oui, au niveau des personnages, c'est vrai que c'est une des premiers éléments qui sont à identifier afin de faire le produit le mieux adapté. On s'intéresse aussi pour savoir si est-ce que l'application qu'on va faire, est-ce qu'elle a besoin d'une certaine connectivité. Si on prend par exemple un commercial qui va aller démarcher des gens partout en France, le réseau n'est pas forcément le même. Pareil, si c'est une application pour du vin ou je sais pas quoi, si le mec il est dans une cave, il n'aura pas une connectivité de ouf. Donc c'est pareil, est-ce qu'il va l'utiliser chez lui, à son travail, en voiture, même dans le train. Bon, en ce moment pas trop, mais bon après voilà, on sait que Internet dans le train c'est pas forcément génial. Donc c'est vrai que c'est important de s'intéresser à tout ça. Autre chose aussi à laquelle il faut s'intéresser, c'est comment on va distribuer l'application. Comment on va la rendre disponible aux gens. Si on prend par exemple un exemple avec la vidéo, il y a tout ce qui est VOD, il y a les DVD, il y a des chaînes, il y en a qui téléchargent, mais il y a vraiment plusieurs canaux pour arriver à la vidéo. Pour les applications, c'est pareil, il faut se demander comment on va la fournir à l'utilisateur, par quel moyen il va pouvoir l'utiliser. Et en parallèle de tout ça, c'est ça. La distribution elle a quand même vachement évolué au fur et à mesure du temps. Il y a eu les disquettes il y a pas mal de temps, les CD, les DVD, bon, tout le monde a connu ça. Et plus récemment, on a eu les applications web, donc comme Google Maps par exemple. Et puis encore plus proche de nous, tout ce qui est applications mobiles avec les stores Google, Apple. Et donc ces modes de distribution ils sont liés aussi à différentes notions. Quand on construit les applications, on va s'intéresser à est-ce qu'on va faire une appli web, donc je parle de Google Maps par exemple, est-ce qu'on va faire un site mobile, donc vraiment dédié pour les mobiles, donc c'est tout ce qui est par exemple l'URL en mobile.bidule.com ou m.truc.fr, voilà c'est ça les sites mobiles. Le site responsive, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Applications natives, pareil, tout le monde a des smartphones maintenant, et les applications hybrides quoi. Historiquement, en termes de possibilités, avec les apps, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec le web. Les apps mobiles ont accès à tout ce qui est capteur du téléphone, différents fichiers, etc. Donc il y a beaucoup plus de possibilités que sur le web. Si on regarde quelques chiffres, on voit que le marché du mobile est quand même vachement saturé. Il y a plus d'1 million d'applications sur App Store, pareil sur Play Store. Et si on regarde par exemple un utilisateur mobile français, il y a à peu près une trentaine d'applis installées, sachant qu'il les installe qu'au début, puis après c'est très rare qu'il en installe, et il en utilise à peine 25%. Donc
s'imaginer se faire une place parmi les principales applis, c'est être un peu naïf. Donc c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte. Quelque chose aussi qu'il faut faire gaffe, c'est la taille des applications. Donc on voit que le top 10 des applis, donc par top 10 dedans il y a Facebook, il y a Instagram, Snapchat, enfin il y a des jeux aussi je crois. Donc il y avait une taille à peu près raisonnable en 2013, bon, ben, ça a carrément explosé quelques années plus tard, sachant que par contre sur les devices, ben, la taille disponible elle n'a pas forcément évolué. Donc on se rend compte aussi que depuis fin 2016, les audiences mobiles ont dépassé celles des ordinateurs classiques. C'est-à-dire que les gens vont plus sur Internet depuis un téléphone que depuis un ordinateur classique. Donc il y a Google qui a sorti une stat comme quoi voilà, apparemment un utilisateur mobile irait visiter à peu près 100 sites web par mois. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'utilisation d'Internet sur les mobiles. Mais par contre, à l'inverse, on voit que les gens passent beaucoup plus de temps sur les apps que sur un navigateur. Donc c'est vrai que par rapport à ça, les applications captent beaucoup plus l'attention des utilisateurs que les navigateurs. En termes de portée, le web est beaucoup mieux placé que les applis mobiles. Pour arriver à une appli web, on la cherche sous un moteur de recherche, Google, Quant ou autre, et on l'a dans la liste des résultats. Pour les applis mobiles, il faut chercher sur le store, il faut la télécharger, il faut l'installer, il faut accepter les permissions, et enfin après on peut l'utiliser. Et il y a des stats pareil qui montrent qu'il y a quand même pas mal on perd pas mal d'utilisateurs au fur et à mesure de ces étapes. Là où sur une appli web plus classique, là il n'y a pas de problème, l'utilisateur peut utiliser beaucoup plus directement l'application. Donc ça serait bien s'il y avait cette petite étoile là, si le web pouvait avoir des possibilités qu'il y a sur les apps mobiles. Et là, magie, HTML5 nous a apporté énormément d'API. Donc bon, je pense que tout le monde connaît celle de géolocalisation. Partout, on la demande maintenant, sur des sites où on demande pourquoi. Par contre, on connaît moins d'autres API, comme par exemple pour avoir le statut de la batterie ou pour faire vibrer le device. Maintenant, on peut l'avoir depuis un navigateur. Si ça vous intéresse, il y a ce site-là, whatwebcando.today, qui vous renseigne sur ce que votre navigateur est capable de faire. Et tout ça, ça nous permet d'avoir les Progressive Web Apps. Alors, c'est quoi les Progressive Web Apps? Si on se met dans un cas d'utilisation, on va construire une appli pour nos utilisateurs qui va s'exécuter sur téléphone, on va dire oui, on veut une appli mobile, mais en fait, en fin de compte, l'utilisateur, lorsqu'on va faire les choix techniques, pour l'utilisateur, en fait, pour lui, il s'en fout que techniquement, comment c'est fait, est-ce que c'est fait par des technos natives en Android ou iOS ou en web. Du coup, en fait, c'est pas vraiment la bonne question à se poser parce que du moment où l'utilisateur utilise un appli et elle se comporte comme ces applis qu'il a l'habitude d'utiliser et qu'elle marche en offline, comme elle marche dans des réseaux qui sont pas trop fiables, pour lui c'est une appli, que ce soit faite en Android, iOS ou en web, en fait il s'en fout, il va l'utiliser, c'est une appli qui répond à son besoin, il va le mettre dans ses favoris, il va l'utiliser tous les jours. Voilà, du coup, pour réussir une Progressive Web App, on se base sur 3 principes. Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, le premier principe, c'est la rapidité, parce que personne ne veut utiliser une appli qui rame, qui prend du temps à charger. On voit qu'un utilisateur sur 2 quitte l'appli et qui se charge en plus de 3 secondes. Après, pareil, on voit aussi que le taux de rebond des utilisateurs, c'est inversement proportionnel aux durées de chargement de l'application. Le deuxième principe, c'est la fiabilité. C'est quoi la fiabilité? C'est qu'il faut que l'application fonctionne de la même manière sous réseau ou en réseau ou en offline ou même sur des réseaux 2G ou 3G. Il faut vraiment que c'est pas parce qu'on est dans une zone pas très couverte que l'appli elle va mettre 5 secondes de plus pour qu'elle se charge ou quoi que ce soit. Du coup, pour créer une appli
Et si jamais on veut créer une appli et on veut cibler les gens partout dans le monde, il faut qu'on s'intéresse un peu et voir la vitesse de connexion partout dans le monde, parce que certes, ici on est en France, on a la 4G quasiment partout, mais là si on regarde sur cette map-là, on voit qu'il y a pas mal de zones qui sont encore en rouge. Du coup, en rouge, ça veut dire que la vitesse de connexion, elle n'est pas encore très rapide, et du coup si on ne prend pas ça en considération au moment où on crée notre appli, personne ne va utiliser dans ces zones rouges, personne ne va utiliser notre appli. Là pareil, on a parlé en France, certes, il y a pas mal de zones qui sont couvertes, mais il y a encore des zones qui ne sont pas bien couvertes. Du coup, voilà, il faut que notre appli continue à fonctionner dans ces zones même non couvertes. Le troisième principe, c'est l'engagement. Il faut que l'application, comme a dit Guillaume tout à l'heure, le nombre de gens, on atteint beaucoup plus de gens en web qu'en mobile, mais par contre, les gens passent beaucoup plus de temps sur des applis mobiles, parce que les applis mobiles sont accessibles depuis l'écran d'accueil, parce que les applis mobiles peuvent nous envoyer des notifications et du coup nous incitent à aller sur l'appli et à la réutiliser. Ils peuvent aussi, les applis mobiles aussi, lorsqu'on les utilise, ils prennent tout l'écran et du coup on n'a pas une barre au-dessus du URL. Voilà. Et du coup, voilà, c'est les principes d'engagement, l'accessibilité depuis l'écran, notification, full screen, voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on parle d'une appli mobile ou d'une appli web? En fait, une Progressive Web App, c'est une appli web faite par des technos web, mais qui se comporte comme une appli mobile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit par se comporte comme des applis mobiles, c'est-à-dire elle est responsive, elle peut nous envoyer des notifications, elle peut se charger dans des réseaux qui ne sont pas super fiables grâce au mécanisme de cache. On peut voir aussi une Progressive Web App comme une appli qui implémente une checklist. Le HTTPS, c'est super important. Il faut que notre appli soit en HTTPS déjà pour que les service workers, on va en parler plus tard, fonctionnent bien. Il faut que ça soit en HTTPS, il faut le offline, le add downstream, la même chose. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est où ça doit s'exécuter ce genre d'appli. Aujourd'hui, si on se focalise un peu sur les états des browsers, en fait, il y a un set d'API pour justement que ce genre d'appli fonctionne bien et se comporte bien comme une appli mobile. Il y a un set d'API qui doivent être implémentés par le navigateur sur lequel l'appli s'exécute. Et du coup, on voit que quasiment tous les navigateurs ici qui ont implémenté ce qu'on appelle les service workers, c'est l'API clé pour justement implémenter ce genre de comportement pour nos applis web. La mise en œuvre. Donc, comme l'a montré Freddy, pour mettre en œuvre une Progressive Web App, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, une Progressive Web App, elle est mobile first. Donc pour ça, donc une Progressive Web App, elle est donc mobile first. Donc pour ça, c'est important de s'entourer de gens qui savent faire du CSS et qui savent en faire aussi sur n'importe quel type d'écran. L'aspect responsive, c'est quelque chose qui est ancré dans le web depuis quand même pas mal de temps maintenant. Par contre, vous le verrez tout à l'heure sur l'appli, designer CSS, c'est un métier quoi, et c'est pas le nôtre. Pourquoi tu me regardes? Et c'est important de s'entourer de gens qui savent le faire. Donc c'est donc la Media Query, Very Fluid. Je pense que ça parle à peu près à tout le monde grâce à Bootstrap. Mais mobile first, ça veut aussi dire d'avoir des assets dédiés à la taille de l'écran. Ça sert à rien d'avoir une image avec une résolution de malade pour un écran qui en fait n'est pas adapté. Donc dans tout le web met à dispo pas mal de mécanismes, notamment pour la balise IMG, il y a tout ce qui est SRC7 où on peut spécifier plusieurs images. Il faut vraiment penser à les utiliser. Faut aussi faire gaffe à la taille des requêtes qui transitent sur le réseau, parce que comme disait Freddy, le temps de chargement c'est important, et plus les requêtes sont petites, mieux c'est.
Donc Mobile First, c'est aussi avoir des UX qui font penser aux applications natives. L'utilisateur, il a des habitudes au niveau de l'utilisation, que ce soit le swipe par exemple pour refermer quelque chose ou autre. Enfin, chacun a ses habitudes et vous verrez qu'en fait tout le monde a les mêmes et on teste toujours les mêmes choses quand on a des nouvelles applications. Donc c'est important d'avoir une cohérence avec ces guidelines là pour que les utilisateurs soient vraiment ne se rendent pas compte que c'est une appli pas native et que c'est une appli en fait comme les autres. C'est important d'avoir quelque chose d'immersif pour nous. Donc voilà, et en plus, oui, l'aspect responsive, tout ça, on a vu que c'était rentré dans les critères des algos du scoring Google. Donc c'est toujours un mieux de l'avoir. Une progressive web app, elle a ce qu'on appelle un fichier manifeste. Donc grosso modo, c'est un peu la carte d'identité de l'appli. Il y a notamment l'URL qui permet de démarrer l'appli, un titre, des icônes, des thèmes de couleurs. Là, par exemple, c'est un extrait de celui de Twitter Lite. Il n'y a pas tout dedans, mais il y a le principal. Donc voilà, il y a des histoires de background color, des thèmes et tout ça. Donc on retrouve ces icônes dans le menu qui propose à l'utilisateur d'ajouter l'appli à l'écran d'accueil. Donc là, une fois qu'on l'a fait, magnifique, on a une petite icône qui correspond à ça. Et quand on lance l'appli, derrière on a un splash screen, donc qui est pareil, qui est défini grâce aux éléments qu'il y a dans le manifeste. Et enfin, l'appli, une fois lancée, elle est comme une appli native. Là, on note qu'il n'y a pas la barre du navigateur. Le chargement de la page, c'est comme l'a montré Freddy tout à l'heure avec les différents graphiques, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas minimiser. Google parle de l'application shell. Donc l'application shell, c'est tout ce qui est ressources statiques de votre appli qui va permettre le premier affichage de l'application. Donc que ce soit vos images, vos JS et tout ça, mais vraiment de votre application. Et le chargement de la page peut être optimisé de différentes manières. Donc déjà d'avoir des assets le plus léger possible. Donc vraiment penser à utiliser tout ce qui est mécanisme de minification, de compression, tout ça. Privilégier les chargements asynchrones aussi au niveau des scripts pour éviter de bloquer le rendu de la page. C'est un peu bête comme ça, mais télécharger uniquement ce qui est nécessaire. Souvent on va avoir une balise parce qu'on va avoir besoin de jQuery ou autre plus tard dans l'appli, sauf que c'est plus tard dans l'appli. Donc ça sert à rien de l'avoir dès le démarrage, ça va ralentir pour rien. Et enfin voilà, HTTP met un mécanisme de cache avec tout ce qui est e-tag et tout, donc pareil c'est bien de l'utiliser. On disait que c'était mobile first, une progressive web app, mais c'est aussi offline first. Donc on voit qu'il y a un petit proxy là qui joue entre le device et le serveur, qui va en gros choper tout ce qui passe sur le réseau et le mettre dans un cache pour pouvoir y accéder plus facilement. Et ce proxy, c'est ce qu'on appelle les service workers. Donc les service workers, voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Il y a l'application qui a fait une requête, un fetch, typiquement. Le service worker intercepte ça. Et donc là, donc il y a différentes stratégies, comme on va voir tout à l'heure. Donc là, par exemple, sur celle-là, s'il est en ligne, il va chercher la réponse sur le serveur. S'il est en ligne, il va la chercher dans le cache. Voilà, puis la réponse est retournée à l'application. Ça, c'est un petit exemple basique. Donc le service worker, il obéit à un certain cycle de vie. Il passe tout d'abord par une phase d'installation. Donc cet événement install, il est lancé qu'une fois pour un service worker. Et par contre, si il voit qu'au chargement de la page, le service worker a changé depuis la dernière fois, donc pour ça, il fait une comparaison vraiment octet par octet, il va relancer un nouvel install pour le nouveau service worker. Après, il passe dans un état d'activation et après, derrière, il peut réagir aux événements de type fetch, par exemple. Alors, ce mécanisme d'erreur là, c'est si par exemple il y a une erreur dans le script du service worker, il ne va pas l'installer, mais ça ne va pas apporter ni rien. Et si c'est si c'est un nouveau service worker, il ne va pas prendre le nouveau, mais il va quand même garder l'ancien. Donc un service worker, comment on l'enregistre? Tout simplement comme ça. Voilà, le navigateur met un objet à disposition qui s'appelle service worker. Puis ils ont eu la bonne idée d'appeler la méthode d'enregistrement register, qui permet voilà, de renseigner l'URL du fichier JavaScript qui correspond au service worker. Donc par défaut, la localisation de ce fichier va définir le scope
du service worker. Le scope, c'est important parce qu'en fait, le service worker va prendre tout ce qu'il y a dans ce scope. Donc si, par exemple, votre service worker est sous /foo/serviceworker.js, il va s'occuper de frapper tout ce qui passe dans /foo. Tout ce qu'il y a sur /, par contre, il ne le prendra pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe. Et des fois, on se demande pourquoi ça ne marche pas, et en fait, c'est juste une histoire de scope. Un service worker, c'est quoi? C'est un web worker, donc par définition, il s'exécute du coup dans un thread à part. Il n'a pas d'accès au DOM et son seul boulot, c'est juste de traiter des événements, comme on va le voir après. Des événements de ce type-là, donc voilà, je parlais de install, de activate, il y a donc les événements de type fetch, et puis on le verra aussi tout à l'heure pour tout ce qui est notification, tout ce qui est push. Donc l'événement d'installation, c'est vraiment le premier événement qui va être envoyé, et donc c'est là où on va préparer le service worker, on va créer le cache et mettre toutes les assets statiques dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'application shell là, dans ce cache là. C'est vraiment tout un boulot de pré-cache qui est fait à ce moment-là. Une fois ça, on dit que la page est contrôlée, on appelle ça comme ça. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, c'est juste pour mettre en relief l'API de cache qui est disponible dans le navigateur. Ce cache là, c'est juste pour stocker les réponses associées aux requêtes. Donc le cache, il est complètement indépendant du cache du navigateur et il est vraiment dans son coin. L'événement d'activation, donc il est envoyé lui après l'événement d'install. Le principal boulot, lui, c'est de nettoyer le cache quand il y a un nouveau service worker. Et bien, il regarde si dans le nouveau service worker il y a toujours les assets de la dernière fois, et sinon il le nettoie et il fait le boulot. Alors après, il faut faire gaffe parce que pendant cette phase d'activation, les fetch, s'il y en a qui arrivent, ils sont mis en file d'attente. Si on passe trop de temps dans cette fonction-là, ça va ralentir le changement de la page. Donc voilà, donc là c'est ce que j'expliquais. On itère sur les clés du cache et puis si c'est toujours dedans, enfin non, si ça l'est plus, hop, on dégage la ressource. Le fetch, donc c'est les fetch events qui sont envoyés à chaque fois qu'il y a une requête qui part sur le réseau. Donc le service worker lui récupère ses requêtes et donc il intercepte sa requête et donc là il chope la réponse, donc soit dans le cache, soit sur le réseau, ça dépend des stratégies, c'est ce qu'on va voir après. Donc là par exemple, c'est ce qu'il fait, là il regarde d'abord si la requête est déjà été faite et est présente dans le cache. Si c'est le cas, c'est super, il la retourne. Et sinon, il va faire appel au réseau. Et dans tous les cas, il met la réponse associée à la requête dans le cache, comme ça au prochain appel, ça ira directement dans le cache. Donc je parlais de stratégie de cache, donc il y en a différentes qui peuvent être implémentées, même plusieurs en même temps suivant les types de ressources. Donc tout ce qui est ressources statiques, comme j'expliquais tout à l'heure, vos images à vous, etc. On peut faire du cache only, c'est-à-dire qu'on va uniquement, quand le service worker va uniquement aller chercher dans le cache la ressource et la retourner à la page. À l'inverse, on peut faire que du network only. Donc là, typiquement, c'est pour les requêtes du type Google Analytics. Là, il n'y a pas d'équivalent offline, donc c'est un peu idiot d'aller chercher un truc dans le cache pour ce genre de requêtes. On peut faire aussi du caching first, où là on va chercher dans le cache, si ça y est pas, on fallback sur le réseau et après on retourne à la page. Il y a le network first, pareil, donc là on va chercher sur le réseau et si ça y est pas, on va chercher dans le cache. Donc là c'est utile par exemple pour tout ce qui est avatar, où les gens peuvent les changer régulièrement. Là ça peut être une bonne idée d'avoir cette stratégie pour ces trucs là. Par contre il faut faire attention à pas bloquer parce que sur la vitesse de connexion, le fetch va prendre du temps, donc pensez à mettre un timeout pour éviter que ça prenne trop de temps, ça peut être une bonne idée. Il y a aussi, il y en a plein de stratégies, on en trouve vraiment beaucoup. Là, c'en est une autre pour tout ce qui est par exemple le timeline de réseaux sociaux, où là, la page, elle va faire deux appels en même temps. Un, elle va aller chercher dans le cache la dernière timeline, et en parallèle, elle va faire un fetch pour aller récupérer la nouvelle. Donc le fetch, il est intercepté par le service worker qui va donc aller la chercher sur le réseau, et le réseau, lui, il va la retourner après à la page et après avoir peuplé le cache. Donc typiquement, c'est ce qui se passe quand vous lancez Twitter, vous avez toujours la timeline d'avant,
vous attendez un petit peu et vous allez voir des nouveaux tweets. Et voilà, typiquement, ça s'est passé comme ça. En termes d'UX, il faut faire attention, avec le rafraîchissement de la page suite au retour du réseau, à pas supprimer un élément avec lequel l'utilisateur est en train d'interagir. Ça serait un petit peu ballon. À toi. Un autre intérêt qui est super important des service workers, c'est les notifications. C'est-à-dire si, comme l'avait dit Guillaume tout à l'heure, si en fait, vu que le service worker il tourne dans un thread à part, au moment où on n'utilise pas notre application, bah, le service worker il va continuer à tourner et c'est là où il va intercepter les notifications, il va pouvoir nous les afficher et comme ça, voilà, on a notre super notification. Bah, ça se passe comme ça en fait, si le serveur de push il envoie le message au service worker, après le service worker, s'il a du traitement à faire, je sais pas s'il veut appeler du réseau et mettre ça dans le cache, bah, il fait ce qu'il a à faire, et l'essentiel au final c'est qu'il va nous envoyer la notification. C'est beaucoup plus engageant du coup pour les utilisateurs parce que voilà, l'application elle va les notifier, elle va les inciter à la réutiliser encore une fois. Et par contre, si ce traitement-là qui se passe dans le réseau et si on charge l'internet entière ici, on la remet en cache et tout, faites attention parce que ça peut bouffer de la batterie. Quoi. Ça c'est juste... Juste une chose, pour une progressive web apps, dans le cadre des notifications, on fait comment pour s'enregistrer auprès du service qui... On va le voir. D'accord. On va juste le voir tout de suite. D'accord. Ouais. Du coup, voilà, c'est une appli de push qui permet voilà, de réceptionner les messages et de faire des notifications asynchrones, donc un meilleur engagement. Voilà. Donc, comment tout ça, ça inclut dans le cycle de vie d'un service worker. Au début, on va enregistrer, au moment de l'enregistrement du service worker, c'est là où on va souscrire le device au serveur de push. On va plutôt demander à l'utilisateur s'il autorise que l'application lui envoie des notifications. Si l'utilisateur dit oui, là on va souscrire au serveur de push. Une fois qu'on a récupéré cet objet d'inscription, on va l'enregistrer dans notre serveur applicatif. Voilà, on l'enregistre dans notre serveur applicatif. Et après, pour j'en sais quelle raison, voilà, le serveur applicatif il a décidé il veut envoyer des notifications, bah, il va demander au serveur push d'envoyer la notification. Et lui, le serveur push, vu que les devices ont été enregistrés au début, bah, c'est lui qui va envoyer la notification. Et là, le service worker, c'est lui qui va recevoir cette notification et il va l'afficher. Voilà, en gros, comment ça se passe. Ça répond à ta question. Ouais, vous utilisez quoi, enfin, on utilise quoi, par exemple, les services de push comme on utilise sur React Native, comme les Google Firebase. Non, on utilise, dans l'exemple, on va utiliser Firebase avec Google Cloud Messaging. D'accord. Là, voilà, l'exemple, bah, là, on s'en souscrit au serveur de push. Une fois qu'on a réceptionné la subscription, on va l'enregistrer dans notre serveur d'application. Et après, ça, c'est le code côté service worker qui va intercepter l'événement push. Et c'est là où il va envoyer la notification grâce au self-registration pour notification. Voilà. Maintenant, on passe à la démo parce que voilà, c'est trop de théorie. Et là, on va voir sur un cas concret comment ça va se passer. Ben, on va vous montrer une super application qui a été développée initialement par Mathieu. C'était une application qu'il avait développée lui pour gérer le covoiturage. À un moment donné, nous on habite à Poitiers et on covoiture souvent et on ne sait pas qui c'est qui va conduire. Et du coup, ça c'est notre appli. Par exemple, là on voit les conducteurs. Elle est trop simple l'appli. Un conducteur il va prendre des points s'il a conduit et les autres ils vont perdre des points s'ils ont covoituré. Au fur et à mesure, ben, on calcule le score et celui qui est venu, par exemple, c'est le tour de Guillaume qui va conduire. Je m'en fais pas pour la CSS. Et le CSS, c'est magnifique. La CSS, elle est magnifique parce que c'est Mathieu qui l'a. Merci. Voilà, je t'en prie. Voilà, on voit notre appli, elle tourne sur Clever, donc on a le HTTPS. J'ai une première étape. Voilà, déjà une première étape. Déjà, si on regarde, là, on se met sur l'onglet Application. Manifeste, il n'y a rien. Service Worker, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien pour l'instant qui tourne. Voilà. Si on a aussi un simulateur ici pour un mobile. Du coup, no thanks. Là, on va l'appeler Carpool. HTTP, je viens de te tirer tout. Carpool. Donc un slash. Oui, pardon. D'accord. Carpool.clever apps.com.
Voilà, elle est là, notre appli. Voilà. Elle est responsive quand même. Elle est responsive, c'est bien. Du coup, elle ne nous prend pas, elle fait rien. Et du coup, si on coupe Internet là, et on fait comme ça, bah forcément l'appli elle va pas marcher. Il y a aussi un autre outil, qu'on utilise qui est assez cool, qui est développé par les gens de Google, c'est Lighthouse, et ça va, en fait, ça se lance. En fait, il va exécuter quelques scripts sur l'application, il va nous dire si elle est progressive ou pas, si elle est bien en termes de SEO, si elle est performante ou pas. Du coup, on va lancer ça pour voir justement le résultat et essayer de voir au fur et à mesure. Alors, on voit que la performance elle est plutôt pas mal, mais par contre, en progressive web app, on est à 55%. Voilà, c'est quoi qu'il demande ici? Il nous demande de. Pardon, c'est ici. Il nous dit qu'il n'y a pas de service worker, la page ne répond pas 200 parce que lorsqu'on est en offline, l'utilisateur ne va pas être connecté, voilà, il n'y a pas de splash screen et rien. Là où l'outil est pas mal aussi, c'est qu'il donne déjà, comme on voit, ce qui ne va pas, et il dit aussi, il donne des liens pour comment on fait pour les implémenter, les choses qu'il n'y a pas, quoi. C'est vraiment pas mal. Juste une question, le simulateur de mobile là, que vous utilisez, c'est celui d'Android? Android Studio, oui. D'accord, ok. Voilà. Là, du coup, on va attaquer la première étape, on va implémenter le manifeste et on va implémenter une première version des services workers qui va vraiment rien faire, mais c'est juste pour avoir le petit prompt à tout home script. Là, on va commencer, on va dire plutôt. En fait, j'ai préparé un cheat sheet parce que je ne sais pas du tout écrire en. Je fais trop de typos lorsque j'écris en plus. Ça prendra trop de temps. Ouais, devant les gens aussi, je suis un peu stressé. Voilà, je vais l'appeler manifeste.json. Je ne me suis pas trompé. Parfait. Voilà. Là, je vais mettre en place. Je vais aller vite, je vais pusher, et pour le temps que ça, parce qu'en fait, le déploiement, ça prend un peu de temps, et après, on va vous expliquer. On va détailler un peu voilà, on les va éléments qu'on a détailler ajoutés. un peu les éléments qu'on a rajoutés. Voilà. J'ai répété ce qu'il a dit. Pardon. Et là, on va ajouter service worker.js. Je ne me suis pas trompé. Vérifier s'il vous plaît. Voilà. Et là, on met. Tout le monde va bien, ouais, pour le code, l'éditeur? Ouais. Ah bah voilà, lui, il va me demander de se mettre à jour, parce que voilà, je ne pas déconner. Git, add, par exemple. Parce que j'utilise un éditeur qui sauvegarde tout seul. Et pas celui-là. Ouais, pas celui-là. Nickel. Git add. Point. Git, D'où le copier-coller du code, quoi. Ouais. Ça, je sais faire. Ah. Origine Demojig. Ah voilà. Le temps que ça se déploie, on va revenir vite fait. Le premier truc, c'était le manifeste. Là, on décrit le nom de notre application et après, ça, c'est le shortname, c'est le nom qui va s'afficher au moment où on va l'ajouter à l'écran d'accueil. La start URL, l'appli, elle va démarrer sur slash. Le couleur du thème, le couleur background. Là, on a défini aussi un set d'icônes pour tous les tailles. Parce que si l'appli on va l'exécuter sur une tablette ou autre, il faut que c'est ces images-là qui vont s'afficher dans le splash screen lorsqu'on va lancer l'appli, au moment de chargement. L'icône aussi sur l'écran d'accueil, tout ça. Voilà, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, ça là on a ajouté le service worker qui est vide pour l'instant, qui écoute sur fetch et qui fait rien. Et du coup ici on va l'enregistrer. Ici on va tester si c'est notre navigateur. Oui. Si notre navigateur et là il supporte les services worker à ce moment-là, au moment du chargement de la page, on va enregistrer le service worker. Voilà, s'il est enregistré, c'est bon, on aurait pu s'arrêter là. Mais c'est juste qu'on a ajouté ça, c'est-à-dire, comme elle a dit Guillaume tout à l'heure, si le service worker il est déjà installé et au moment où la page elle est contrôlée maintenant, on va dire entre guillemets, par le service worker, c'est là où on va dire qu'il y a une nouvelle version qui a été téléchargée, et c'est là où nous on a créé un petit bouton qui va s'afficher, vous allez le voir tout à l'heure, qui va s'afficher et qui va dire une nouvelle version qui est disponible et a été
déployée, vous pouvez la télécharger. Et du coup, le téléchargement, c'est rien qu'un refresh, quoi. On clique dessus, on rafraîchit. Et voilà. Désolé, encore une petite question rapidos, j'ai pas tout à fait compris. Une nouvelle version de quoi? Du service worker. De l'implémentation du service worker ou du service worker. Donc dedans, dans le service worker, il y a les assets qui sont pré-cachés ou des implémentations, etc. Lui fait vraiment une comparaison entre les deux fichiers JS, vraiment octet par octet. Et s'ils sont différents, on passe dans le if. Ce que ça veut dire qu'au niveau de mon mobile, si jamais au niveau du serveur, j'ai une nouvelle version du service worker, je vais la télécharger. C'est ça? En fait, voilà, à l'arrivée sur la page, les service workers sont téléchargés régulièrement. Et donc là, lui, il voit qu'il y en a un nouveau. Et donc là, si c'est comme nous on a fait, il y a un petit bouton qui dit il y a une nouvelle version, tu peux te mettre à jour. Souvent, c'est juste tu cliques sur le lien et ça fait un refresh de ta page. Et donc, au refresh de ta page, tu as la nouvelle version. D'accord. La nouvelle version que vous aurez implémentée, c'est ça? Oui. D'accord. C'est ça. Sachant que si tu es dans un navigateur et que tu as plusieurs onglets ouverts sur le même truc, ça sera actif une fois que tu auras plus qu'un seul onglet sur l'application. Je vois. En fait, ça fait une sorte de code push, alors, grosso modo. Enfin, une sorte de code push, c'est-à-dire que quand toi, au niveau du serveur, tu as mis à jour ta version, automatiquement, le mec sur le mobile, il va bénéficier de ta. Exactement. C'est ça. Du coup, là, une fois qu'on a pushé, là, on voit ici le manifeste qui s'est affiché avec les différentes tailles des images. On voit aussi que le service worker il est enregistré et il tourne. Et voilà, on voit aussi ici que le add home screen, et on peut l'afficher. On peut l'utiliser. Par contre, là, sur mobile, je viens juste refaire ça. Normalement, ça doit nous prompter. Pas d'effet démon. Le prompt, c'est pas une action de notre part en fait, qui va déterminer l'affichage du prompt. C'est Google quand on. Vas-y, ferme l'onglet. Oui. On revient sur l'appli. C'est le Chrome en fait quand on arrive sur l'appli, si on l'utilise régulièrement, quand on commence à l'utiliser, c'est là où il va dire tiens, je te propose de l'ajouter à ton écran d'accueil. Là, il ne veut pas le faire. Non, là, il ne veut pas le faire. C'est ballot. Ouais. /manifeste.json. Attends, je vais juste regarder. Vite fait. Tout a l'air bon. Ok, Voilà, on l'avait vu. C'est affiché. C'est affiché. Pardon. En fait, voilà. C'est comment. Après, vu qu'on l'a raté une fois. Ouais, je pense. Du coup, on va tricher un peu. On va l'ajouter ici. Et du coup, c'est pareil. En fait, c'est juste qu'il va nous prompter. Et moi, j'étais un peu vite. Désolé. Voilà. Du coup, notre appli, elle est là. Vous voyez là, elle est là, on clique. Il y a le super splashing qui s'affiche, voilà, et elle se lance. Par contre, notre appli, elle marche pas en offline, comme d'habitude. Hein, on voit si je pull to refresh, voilà. Du coup, deuxième étape, il faut qu'elle marche en offline. Du coup, on va, comme avait dit Gloom tout à l'heure, on va cacher le application shell qui est le CSS statique et le JS, et on va aussi voir ici les requêtes qui se passent au moment où on charge l'appli. C'est quoi les requêtes? C'est une requête sur /users, /archive et /location-time. C'est des requêtes qui font un get. C'est juste pour charger l'archive et l'heure et le lieu sur lequel on va se rencontrer, pour covoiturer, et la liste des utilisateurs. Donc pour ça, on va pas vraiment écrire tout le service worker, mais il y a des plugins qui existent de Webpack qui vont nous générer ça. C'est un super plugin qui s'appelle SW Precache. C'est lui, on va le configurer et il va cacher tous les assets statiques pour nous. Il va même cacher les URL. Du coup, pareil, je vais vite fait le bouton de déploiement et après, on va vous détailler un peu plus qu'est-ce qu'il fait.
Pardon, j'ai oublié une ligne. Je vais y arriver. Voilà, on le met ici. Voilà, Donc c'est juste un plugin de Webpack, ça. c'est ça. Exactement. Git, très vite. Le temps du déploiement. Le temps du déploiement, on va voir comment on peut le configurer justement pour mettre tes assets à toi, les URL que tu appelles, etc. Il y a plusieurs options qu'on va voir. Pardon. Il me perturbe simplement là. Voilà. Le temps du déploiement, du coup, voilà, on va vous écrire vite fait. Bah, là, on peut nommer les caches, on peut avoir plusieurs caches, du coup, on les nomme comme ça. Après, le fichier, on l'a mis dans le même, sur slash, comme l'avait dit Guillaume tout à l'heure, pour qu'il ait un scope sur toute l'application, quoi. Et du coup, il va être généré ici. Et après, bon, là, on définit les statiques, les fichiers statiques, tout est structural, index, bundle, JS, CSS, les fonts, machin. Et après, ici, pour le offline support, ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était les stratégies de cache. Là, on a défini les network first pour tout ce qui est sur slash user, slash archive et slash location. Du coup, il va faire un appel réseau et s'il ne trouve pas les utilisateurs sur le réseau, il va fallbacker sur le cache. Peut-être le générer en local pour voir ce que... Voilà, on va le générer en local juste pour voir vite fait. On peut définir des stratégies différentes. Oui, en fait, pour tout ce qui est on-time caching, là, ça s'appuie sur un plugin qui s'appelle SW Toolbox. Ouais. Et donc, il y a déjà des stratégies définies, mais il y a des handlers où tu peux aussi, toi, définir tes propres handlers à toi. D'accord. Là, on va le lancer en local, juste pour voir le résultat sur Internet. Ça marche pas très bien. Ah, c'est cool, le fond blanc sur du blanc. C'est super clair, je trouve. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est parce que les mots de passe, il faut les écrire comme ça. Voilà, ça c'est le fichier général. Du coup, au lieu de que ce soit ma pauvre ligne fetch de tout à l'heure, il y a ça. Du coup, vous voyez, chaque image elle a un hash. C'est comme ça qu'il compare les images et qu'il dit si l'image elle a bougé, c'est là où je vais la remettre à jour. Et il va implémenter le super algorithme voilà, je change le cache, le CV, obsolète, voilà. Et là, si on cherche fetch, par exemple, voilà, il ajoute les notes listeners sur fetch et il va voir si la méthode elle est get. À ce moment-là, il va forcément nous répondre dans le cache à un moment donné. Voilà, là c'est cache open, cache match URL, il fait ça bien. Voilà, bref. C'est vraiment tout ce qui est pré-cache de l'application. Tout ce qui est toolbox pour cacher les URL, c'est ce truc-là. Voilà. Et là, normalement, le temps du déploiement, si j'enlève le AirPlay mode, voilà. Vous voyez notre super notification qui s'est affichée, c'est là où il a détecté que le service worker, il y a eu une mise à jour du service worker, et c'est là que, et du coup le refresh, ça fait juste un refresh. Et là, si on coupe Internet et on rafraîchit, et ça continue à fonctionner. Voilà. Merci. Je peux peut-être montrer avec l'iTabus pour voir si on est bon. Et du coup, voilà, on va implémenter le temps de notification. On va implémenter les notifications et le temps du déploiement des notifications. On va vous montrer avec Lighthouse l'état de notre appli, est-ce qu'elle est progressive ou pas. Donc les notifications, en fait l'idée c'est quoi? C'est que si un utilisateur par exemple il change l'adresse ou il change l'heure parce que voilà il veut aller tôt, il va arriver tard à une heure ou autre, du coup ça serait bien que tous les autres utilisateurs qui utilisent l'appli ils seront notifiés. Du coup voilà, on va le mettre sur le changement de location ou du time pour qu'il envoie des notifications aux utilisateurs. Donc pour cela, comme on avait dit tout à l'heure, on va utiliser le serveur Firebase, on va utiliser Google Cloud Messaging qui se base sur Firebase. Et du coup, on va s'inscrire dans Firebase et on va générer un token. Et ce token-là, on va le véhiculer dans côté serveur. Et c'est là où après, sur les changements, on va demander à Firebase d'envoyer des notifications au device.
Du coup, voilà, pour faire ça, du coup, on va ajouter Firebase. Voilà. Il y a les deux scripts qui sont là. Hop, je me suis trompé. Non. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si, c'était le bon, c'est juste. Ouais, je l'ai mis en petit pour que vous ne voyez pas. Voilà. Du coup, on va détailler un peu plus tout à l'heure, comme d'habitude. Non, c'est bon. Du coup, tout à l'heure, on vous a dit aussi pour que le service worker, pour que le service worker puisse afficher la notification, bah, il faut écouter le service, l'événement push. Et vu que nous, on n'a pas vraiment la main sur le service worker parce qu'on est généré par SW Precache, bah, on va créer un fichier à côté et on va dire au SW Precache d'importer ces fichiers-là. Du coup, bah, en fait, il est extensible, on peut écrire tout ce qu'on veut et l'importer. Donc là, on va ajouter un fichier Firebase. Pardon. Non, c'est sans tirer. Messaging. Pas facile. Ouais, c'est pas comme ça, mais bon, facile. Alors, dans ce fichier-là, on va importer Firebase. Et on va dire, bah, en fait, c'est là où on va. En fait, derrière, c'est une API par-dessus des services workers. Derrière, il va faire le register du push et il va vraiment, à la fin, exécuter le self.registration.notification, ce qu'on avait vu tout à l'heure, en fait. Et derrière, c'est juste, ils ont frappé ça dans une méthode qui s'appelle set background under, et c'est là où ça va afficher la notification, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui reste aussi? On va importer le script et on va aussi cacher les deux URL de Firebase aussi dans le Webpack plugin. Là, on va faire ça. Il manque une virgule. Tu as complété le serveur.js? Pardon? Tu as complété le serveur.js? Non, pas encore, on va le faire. Oui. Vous voyez le natif pour. Voilà. Là, on peut définir des patterns. Vous voyez, du coup, je ne vais pas ajouter les deux fichiers, je vais juste ajouter une regex qui répond aux deux. On va ajouter aussi ce qu'on appelle les JCN Sender ID pour qu'il fasse la correspondance entre le device et le pusher du service, quoi, pour qu'il puisse afficher. Il va dire bah, c'est lui qui vient de m'envoyer la notification, donc je vais l'afficher. Et du coup, ce Sender ID, on va l'ajouter dans le manifeste. Voilà, ça c'est cet ID-là, on le retrouve ici aussi. C'est le même ID qu'on le retrouve ici aussi. Voilà, pour faire la correspondance entre les deux. Voilà, qu'est-ce qui reste au dernier moment? Bah, maintenant, on envoie les notifs. Je vais copier ça et ça. Et côté serveur, on a dit sur le change location. Voilà, change time par exemple. Voilà, notify other, c'est une méthode, je vais vous décrire en détail. Là, pareil, location changed, voilà. Et là, normalement, tout est bon. Et le register token, c'est ça? Oui, le Okay. register token, il est déjà. Okay. Ça, c'est l'implémentation du register token. En fait, je maintiens juste une petite map pour les tokens et c'est là où, après, j'itère dessus dans l'implémentation du Notify All. Il est où le Notify All? Il est là. Dans l'implémentation, j'itère, je dis si j'ai différent de moi, à ce moment-là, voilà. Je fais un flash sur Google Messaging pour envoyer la notification. Et le code de notification, c'est le titre, le body, l'action. On peut définir des actions qui sont des liens et du coup, on peut faire du deep linking depuis la notification. C'est-à-dire, si on envoie une notification sur un article dans un paragraphe, machin, on peut carrément, l'utilisateur, dès qu'il clique, il peut atterrir directement dans le paragraphe en question. Voilà. Du coup, là, git add. Voilà. Git commit -am push.
Par contre, git commit par un push, ça fait pas push derrière. Voilà. Du coup, le temps du déploiement. Du coup, voilà, on revient ici. Ici, on a initialisé le client Firebase. Et ici, voilà, c'est Firebase. On dit à Firebase, en fait, Firebase, lorsqu'il arrive, il peut avoir son service worker à côté qui tourne, qui s'appellera Firebase SW Messaging ou un truc comme ça. Mais on peut aussi le configurer pour qu'il utilise notre propre service worker. C'est là où on lui dit, utilise notre propre service worker. On ne peut pas avoir plusieurs. Et après, là, on va faire Messaging for Request Permission, et c'est là où l'application elle va prompter l'utilisateur pour lui dire est-ce que vous souhaitez vous autoriser cette appli à vous envoyer des messages. Si oui, à ce moment-là, on va faire notre appel au serveur applicatif comme le schéma qu'on avait fait tout à l'heure, register token. Mais une fois le token, pardon. Par contre, si vous utilisez votre service worker pour faire justement la récupération des push, c'est-à-dire que quand l'application elle est down, enfin quand vous avez fermé l'onglet, vous ne pouvez plus recevoir de push notification. Non. Le service worker il tourne dans un thread à part. En fait, même si on ferme notre appli, il va continuer à tourner. Lorsqu'on dit notre propre service worker, c'est-à-dire notre propre implémentation du service worker, c'est pas notre voilà. Il va toujours continuer à tourner, en fait, le service worker à côté, et si on n'utilise pas l'appli, elle va envoyer des notifications. On va le voir. C'est l'anglais comme ils sont pas dedans, parce que tu fermes ton navigateur. Ouais, ça je veux dire. C'est comme les notifs Slack, par exemple, comme ça. Ah oui, pas sur en anglais, web, moi je parle en mobile. En web, oui, il faut que le navigateur continue à tourner. Parce qu'en mobile, par contre, on sait qu'effectivement. L'appli sera toujours en tâche de fond, en fait, sauf si tu la kills toi-même quand tu. Enfin, je sais la tâche, mais. Du coup, là, on enregistre le token dans le serveur applicatif, dans notre serveur applicatif, et après, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a défini, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était le background handler, c'est là où la notification elle va être interceptée et celui-là, elle va être affichée. Et après, côté serveur, on a fait le nécessaire pour que lorsqu'on fait la modification de l'endroit ou l'heure, ça envoie la notif aux autres. Normalement, on est bon. Normalement, je ne sais pas si... je suis en offline, du coup, ça marche bien. Voilà. Là, il nous a prompté, parce que voilà, on vient d'implémenter la notification, et du coup, il nous dit est-ce que vous autorisez cette application à vous envoyer des notifications? Là, on fait Allow. Et là, par exemple, on quitte l'appli, on la met en background, je fais clear all et je fais carrément ça. Bon, je ne vais pas éteindre le téléphone. Voilà. Du coup, je mets à jour aussi le web juste pour faire le changement. Ici, attendez, il y a eu location changing du coup, parce que en fait, j'ai cliqué ici, en fait, c'est sur clic. Du coup, si je change. Je reçois aussi moi les notifs. Ouais, et vous entendez le bruit là. Je peux faire de la musique. Du coup, voilà, il y a une notification de changement. Pardon. Voilà, ça marche. Calme-toi. Et voilà. C'est du coup un dernier truc à vous montrer quand même, parce qu'on va lancer Lighthouse parce qu'on a fait tout ça. Mais pour voir que est-ce qu'on a atteint les 100% des progressive web app ou pas. Suspense. Voilà, progressive web app 100%. Voilà, on revient à la démo du coup. Non, pas au slide. Au slide. Voilà. Hop. Du coup. Donc, comme on a vu, la HTTPS c'est un truc qui est vraiment obligatoire pour que ça marche. Donc nous, vu qu'on était déployé sous Clever Cloud, voilà, on l'avait de fait. C'est nécessaire pour les service workers. S'il n'y a pas d'HTTPS, il n'y a pas de service worker. Pareil pour tout ce qui est géolocalisation et pas mal d'API, c'est un truc obligatoire. Si on voulait enrichir l'application, on pourrait vouloir que quand on est en offline,
avec l'utilisateur fait des modifs, que quand ils reviennent online, eh ben, ça push aux autres. Donc c'est possible, il y a des choses qu'on peut implémenter comme le background sync. Et il y a l'offline storage où là c'est pas comme c'est une autre API, il y a notamment IndexDB qui fait ça, c'est plus pour mettre dedans des données plus métiers, là où le cache lui va plus gérer des requêtes et des réponses. Donc on peut s'appuyer sur des choses comme ça si on voulait vraiment encore enrichir l'appli, etc. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Au niveau des outils, on a vu qu'il y avait les Chrome DevTools qui sont vraiment pas mal. Par contre, quand on est en dev, pensez à vider le cache, parce que sinon on a des trucs un peu bizarres. Lighthouse qui est super pratique pour voir ce qui ne va pas, et il y a pas mal de liens qui redirigent vers developer.google.com pour la plupart, qui disent ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et donc le plugin SW Precache aussi, comme on a vu, qui fait quand même pas mal de boulot pour nous. Il y a un autre outil aussi qu'on n'a pas mis là, mais sur internet on trouve pas mal de générateurs de manifest.json où en gros on met notre titre, nos couleurs. Oui. Je reviens juste sur l'histoire de l'index-DB. Oui. Donc ça veut dire que vous avez possibilité d'indexer, de faire une index-DB qui va être liée à la web app, c'est ça? Oui. Mais comment c'est possible au niveau de sécurité de réserver quelque chose qui va être stocké sur le mobile à une application web? C'est l'HTTPS en fait, qui garantit cette sécurité-là. Et pourtant, j'imagine que c'est la communication, l'index-DB, elle est stockée sur le mobile. Elle est stockée dans le navigateur en fait, c'est sur mobile ou c'est vraiment dans le navigateur. C'est dans le web. C'est dans la namespace du navigateur. C'est dans les DevTools, on va vous montrer si tu regardes. Tu vois, t'as tout un truc là. Ouais, il y a un DevTools. Bon, nous, voilà. On l'a même créé en fait. On a même implémenté le fait de pouvoir télécharger les données et les mettre dans IndexDB et après interroger avec IndexDB. Ouais. Et après, plus tard, faire même les modifications. On aurait pu même faire les modifications et les enregistrer là-dedans et sur l'événement sync du service worker, les synchroniser. D'accord. Et cet IndexDB, du coup, elle devient privative. Cet espace d'IndexDB devient privatif à la web app que vous avez. Oui, c'est sécurisé par Origin, regardez là. D'accord, ok. Security Origin. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Après, bon, nous aussi, et donc voilà, si là tant qu'on est là, on peut regarder dans le cache storage. Donc là, on retrouve notre clé de cache, ici, voilà, pas trop, et avec l'ensemble de nos assets, qui est pratique. Et puis ça, c'est ce qu'a caché les appels, enfin tous les appels runtime qu'on a fait. Je sais pas s'il y a des détails ou là. Voilà les Chrome DevTools qui sont vraiment pratiques. Ça c'est le téléphone. Voilà. Voilà, donc je disais quoi? Tu avais des outils ça pour générer tout ce qui est manifeste, où on spécifie juste les couleurs, des titres, une image en 512, et après hop, lui il s'occupe de générer les images qu'il faut, on récupère tout un zip et tout, et c'est vraiment pratique et ça gagne pas mal de temps. Donc nous on vous a fait une appli de démo. Bon, qu'est-ce qu'elle est quoi? Elle est utile mais entre nous. Mais par contre il y a des gens, des vraies personnes qui ont fait des applis vraiment utilisées, des grands noms. Et tout le monde connaît Twitter, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple AliExpress qui en passant à une progressive web app a vu ses stats exploser en termes de page views, de taux de conversion aussi, donc qui est pas mal. Il y a vraiment eu un gain pour eux aussi d'un point de vue économique. Et, enfin, ils ont vraiment vu leurs indicateurs fortement évoluer et vraiment positivement. Donc Twitter Lite, comme je disais, donc pareil, le nombre de pages par session, les tweets envoyés, le taux de rebond qui a fortement diminué. Et surtout, la taille de l'application où la Progressive Web App, c'est 600 kg. Et là où l'app Android prend 23 mégas, c'est pas négligeable maintenant où on stocke plus de photos sur nos téléphones qu'ailleurs. Il y a Konga qui est un site d'e-commerce au Nigeria. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte tout à l'heure, mais le Nigeria, ils étaient dans la zone rouge. Ils n'ont pas très peu de connexion.
Là-bas, les 2/3 des utilisateurs sont en 2G, et très peu en desktop parce qu'il y a un coût d'accès à la data qui est assez important et qui est très élevé. Du coup, pour eux, l'aspect fast et reliable, c'était vraiment quelque chose d'essentiel et d'obligatoire. Et les progressive web apps leur ont permis de bien se développer. Il y a Flipkart qui eux font, je sais plus quoi. C'est du e-commerce. C'est du e-commerce aussi, ouais. Oui, il y en a beaucoup du e-commerce. Oui. Juste de cliquer sur la notif push pour arriver sur l'appli, eh ben, ils y restent. Ils y restent sur l'appli. Là où peut-être sur, on voyait tout à l'heure que sur les applis web, les plus classiques, ils restaient un petit peu moins. Voilà, donc pour ceux qui ont raté ou qui se sont endormis, on va faire un petit résumé. Ouais. On va faire un petit résumé. Voilà, du coup, les deux principes de base, on va dire, nécessaires pour implémenter une progressive web app, c'est les services workers et le fichier manifest. Les services en implémentant ça, on va, la progressive web app va nous prompter pour nous demander d'ajouter l'appli sur notre home screen. Après, une fois qu'elle est ajoutée, elle a l'icône et elle a le bon nom. Et après, une fois qu'on la lance, en fait, contrairement aux applis web où il y a le temps de chargement avec l'écran blanc, on va avoir le splash screen qu'on a défini. Du coup, l'utilisateur, il va vraiment avoir l'impression qu'il a déjà dans son appli, même si c'est pas vraiment vrai parce que les données sont encore en cours de chargement, mais voilà, il est dans Flipkart Lite, par exemple, voilà. C'est le thème, c'est l'icône de l'appli. Après, voilà, on a vu aussi, grâce aux différentes stratégies de cache, que une appli, une progressive web app, elle fonctionne quand même en offline. Si votre appli, vous avez pas, votre contenu ne bouge pas beaucoup, ça a beaucoup de sens d'avoir un petit cache et de temps en temps envoyer des notifications pour que les utilisateurs mettent à jour leur appli, mais elle reste utilisable en offline. Voilà l'intérêt des notifications push, comment ça se fait. Les notifications push, ça prend l'utilisateur pour lui demander de l'autorisation. Une fois l'utilisateur a autorisé l'appli, l'appli va afficher une notification comme une vraie appli mobile. Voilà. Il n'y a rien de plus à ajouter. Voilà. Du coup, voilà, là on voit que c'est génial les progressive web apps, et ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les applis mobiles et on va tous faire des progressive web apps. En fait, il y a quand même des inconvénients pour les progressive web apps. Premièrement, le support partiel de certains browsers. Là, on a testé sur Chrome, on a utilisé Firebase, tout est fait par Google, mais on sait que même si Apple ils ont implémenté les services workers et ils bloquent toujours les notifications aujourd'hui, ça ne s'affiche pas. Le Add Home Screen aussi, il n'est pas proposé par défaut, parce que c'est le Add Home Screen de Apple qui est pris en compte pour l'instant. Voilà. Après, on a vu avec What Web Can Do Today tout à l'heure qu'il y avait pas mal de fonctionnalités qui sont accessibles, mais tout n'est pas accessible. Par exemple, les contacts, les SMS, on ne peut pas les avoir. Contrairement aussi aux applis mobiles, les progressive web apps, en fait les applis mobiles, lorsqu'on développe une appli mobile, avant de les déployer sur le store, on l'envoie et du coup il y a des gens, on va dire, qui vont vérifier qu'on a bien respecté les us. Surtout Apple le font, et votre appli peut être rejetée. Rien que par exemple, si vous ne respectez pas le fait que vous mettiez les boutons en bas, peut-être votre appli elle va être rejetée. Et du coup, vu que là, il n'y a pas de déploiement sur le store pour les progressive web apps, ça reste du web au final. Donc, on risque d'avoir des UX hétérogènes et on risque de perturber les habitudes de nos utilisateurs sur mobile. Aussi, un autre truc qu'on perd vraiment qui est super intéressant, c'est le fait d'avoir des feedbacks. Aujourd'hui, si on déploie sur les stores, les utilisateurs ils peuvent rater l'application, ils peuvent nous envoyer des commentaires pour améliorer l'UX de notre application. Là, vu que c'est du web, si on le veut, ce truc-là, c'est à nous d'utiliser soit un service à côté, soit implémenter notre propre fonction de feedback, quoi. Les avantages, comme vous l'avez vu, c'est un comportement Applex, et lorsque vous avez vu tout à l'heure, l'application elle se met en plein écran, elle a un écran d'accueil, elle fonctionne en offline, elle nous envoie des notifications. Donc voilà, on dirait une application mobile. Voilà.
Voilà, intéressant, rapide, la mise à jour, bah, c'est un refresh quoi. Une fois que le service worker, une fois qu'on déploie une nouvelle version, bah, on peut détecter qu'il y a une nouvelle version et on fait juste un refresh quoi. Et elle prend peu de place dans la mémoire. Pareil pour les compétences, c'est beaucoup plus facile d'acquérir, d'avoir des gens qui ont des compétences web. Ça reste, bah, lorsqu'on code des services workers, ça reste du JS quoi. Tout le monde sait faire du JS. Alors, on n'a pas besoin d'un expert Android ou d'un expert iOS pour faire une appli comme ça. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi lorsque vous allez lancer votre appli. Il n'y a pas de code développement de voilà. développeur pour développeur programme de iOS par exemple, où il faut payer pour faire une appli. Il n'y a pas de ça. Voilà, c'est compatible tout support, ça marche sur tablette, ça marche comme vous avez vu tout à l'heure avec les tailles des images qu'on affiche, et bah, voilà, c'est compatible tout OS et tout OS aussi parce que même Apple, ils ont implémenté les services workers, même il en reste quelques trucs, mais on voit que c'est sur la bonne voie. Quoi. Ça marche sur Windows Phone. Oui, ça marche aussi sur Windows Phone. Personne ne l'utilise, je suppose. Voilà. D'ailleurs, ça permet de récupérer des applications qu'on n'avait plus sur Windows. Exactement, on touche plus de gens. Ouais. Le deep link aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour l'exemple, on peut faire une modification qui va à un point bien précis de notre application si on a une appli derrière. SEO friendly, voilà. Comme avait dit Guillaume au début de la présentation, c'est un peu dur de faire la concurrence avec les applis qui existent et que les gens aillent sur le store et chercher votre appli. Mais par contre, si votre appli elle est déployée sur le web et que vous avez bien implémenté les SEO, ne vous inquiétez pas, si l'utilisateur il va chercher l'équivalent de votre appli, il va tomber dessus tout de suite parce que voilà, ça va être bien référencé par les moteurs de recherche, donc ça va sortir en premier. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment la future référence du web mobile. Au début, Apple notamment, tout ce qui était service worker, et ils disaient trop rien, ils faisaient pas grand chose. Sauf que là, on a vu début 2018 qu'ils ont fait le boulot pour implémenter le service worker dans Safari. Donc on imagine qu'ils vont continuer dans cette voie-là. Il y a Google aussi qui continue d'investir là-dedans. Donc pour nous, vraiment, le web mobile passera par les Progressive Web Apps. Donc du coup, à vous de jouer. Quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.